comment générer 3 milliards de dollars avec Midjourney? Eh ben, tu Alors, peux pas. on demandera à l'IA de générer un titre pour la vidéo. There could be a bubble. NFT sales topping $4 billion. I got this little miniature donkey with a lit up sombrero. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Non-Fungibility. On est avec Brian. Comment tu vas, Brian? Ça va très bien, Greg, Ça et va toi? très bien. Ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de l'IA dans l'art. Un sujet très important qui fait beaucoup parler de lui actuellement. On a vu ChatGPT, Midjourney, ça inonde Internet, on est d'accord? On voit que ça sur TikTok et tout. On voit que ça. En fait, je pense que l'idée aujourd'hui, donc, c'est pas de vous dire comment vous êtes devenu riche dans l'art en général, mais plutôt donc revenir un peu sur l'historique, qu'est-ce qui s'est passé dans ce milieu-là, comment c'est aujourd'hui, ce qu'on peut voir actuellement, les nouvelles tendances, les biais aussi, qui sont donc les limites qui sont liées à ça pour les artistes, et comment ça va évoluer au final. Re-questionner un peu l'image de l'artiste dans l'art, est-ce que c'est plutôt un outil, est-ce que c'est plutôt une personne qui fait appel à cette IA qui est justement elle l'artiste. Donc voilà. Un débat qui fait rage depuis bien 50 ans dans le monde de l'art, mais bon, on va essayer de toute façon d'éviter de tomber dans le truc de ça va tuer les artistes, etc. ou quoi que ce soit. C'est ça. Parce que de toute façon, c'est des plans sur la comète et là, c'est plus de l'affect que du factuel, j'ai envie de dire. C'est ça. Mais c'est bien de se dire que oui, dans le monde de l'art, l'IA, on n'a pas attendu ChatGPT pour en parler, clairement, et se poser des questions des implications que ça pouvait avoir dans le travail artistique. Dans le monde de l'art, tu as quand même des mecs qui sont des gros inventeurs, des gens qui sont des gros technologistes aussi, et qui traitent du GAN et des réseaux neuronaux depuis très longtemps, des dizaines d'années parfois, et qui franchement ont du coup beaucoup de recul sur ça. Et étonnamment, le monde de l'art a beaucoup de recul sur les questions d'intelligence artificielle, plus que pourraient l'avoir les endroits qui sont impactés aujourd'hui, plus largement, comme le copywriting, des choses comme ça, et qui pour eux ne s'attendaient pas forcément à voir ça arriver aussi fort. Est-ce que c'est pas aussi ce qui a démocratisé? Est-ce que je sais pas dans quel sens c'est arrivé, mais est-ce que c'est pas plutôt en fait ChatGPT et tous ces trucs de copywriting ont fait justement mis en avant, ont mis sur la scène un peu pour tout le monde l'IA en général, qui a ensuite découlé sur Midjourney, sur tous ces autres trucs, tous ces autres modèles d'IA. Ou est-ce que c'était déjà un truc pour toi qui était déjà assez présent vu que tu fais quand même pas mal de veille? Assez présent, non, ça restait quand même très niche, et ça l'est encore aujourd'hui, hein, ça reste encore très très niche, l'art par intelligence artificielle. La différence, c'est que avant, pour pouvoir faire de l'art par intelligence artificielle, il fallait déjà être en mesure de pouvoir gérer tes propres réseaux neuronaux, gérer tes propres GAN. Donc ça, il y avait peu de gens qui étaient formés sur ces questions-là, même s'il y a des gens qui sont formés sur l'intelligence artificielle depuis, je crois que les premières formations, ils existent depuis 40 ans, tu vois, sur ces sujets-là. Ouais. Donc tu as des mecs et des filles qui étaient très en avant sur ces sujets-là. Et qui les traitaient, mais bon, c'était, tu vois, t'as peut-être une dizaine d'artistes à tout casser, alors que là, évidemment, avec les prompts, etc., on parle de centaines de milliers de personnes qui peuvent s'improviser artistes, et qui n'ont peut-être pas forcément le recul par rapport à ce que c'est une pratique artistique et ce que ça implique, et qui, voilà, qu'est-ce qu'un artiste, c'est une large question, mais ça pose beaucoup de problématiques, et ça vient chercher aussi des débats qui étaient pas clos, mais voilà, comme le ready-made, est-ce que, voilà, dans la définition légale de l'art, c'est fait par la main de l'artiste, donc ça ne concerne pas l'art digital. Donc voilà, il y a plein de questions par rapport à ça. Mais c'est intéressant de regarder qu'est-ce qu'on a fait dans le monde de l'art en intelligence artificielle. Et un des exemples, en tout cas moi commercial que je connais, puisque je suis sur des expos sur le sujet avant ça, etc., qui était peut-être à moins dimension commerciale, mais le premier succès commercial d'une œuvre faite par intelligence artificielle, c'était la vente de Obius, qui s'appelait le portrait de Bellamy, je crois, quelque chose comme ça, qui avait été vendu. Tu sais, le remettre un peu dans le temps, c'était en à quelle année? J'ai envie de pas dire de bêtises, mais je crois que c'est peut-être 2018 ou 2016. Ok. Ce qui peut paraître il n'y a pas si longtemps. Mais finalement, à l'échelle de la popularité de l'IA, c'est quand même il y a assez longtemps. Absolument. Et en Dans plus, l'arrange. Obvious, c'est un collectif de 3 artistes. Enfin, de 3 gars qui sont chacun un peu avec des compétences différentes. Mais ça montre bien aussi que rien qu'à l'époque, pour pouvoir faire de l'IA, il fallait que tu aies une petite équipe ou que tu sois un trio, un duo pour pouvoir gérer à peu près tous les tenants aboutissants que ça impliquait. Déjà à l'époque, on parlait d'intelligence artificielle et peut-être pour décrire des choses qui n'étaient pas forcément l'intelligence artificielle, qui étaient de l'algorithmique basique ou de la SEO, des choses comme ça. C'est un peu un mot valise dans lequel on met tout ce qu'on ne comprend pas, quoi, l'intelligence artificielle, tout ce qui ces ordinateurs magiques, ces algorithmes. Réseau de neurones. C'est ça, c'est très nébuleux hein, comme ça. Un réseau de neurones, même le concept, tu dis que ça a l'air compliqué, alors qu'en réalité, c'est juste des sélections générationnelles qui, en fonction
dans certains critères que tu vas définir, quoi. Ce qui est de la fonction si, quoi, fondamentalement, Ah mais oui, à une plus grande échelle. Et avec un petit peu plus de liberté pour l'algo, c'est de trouver ses solutions. Mais même, tu as différent, tu peux définir des règles et que l'algo il soit trouver la solution pour atteindre l'objectif. Parfois, tu peux même pas donner de règles et juste donner un objectif et lui, c'est à lui de découvrir comment atteindre ça. Et bon, souvent, tu es un peu étonné par la réaction que ça peut avoir. Et il y a plein de créateurs YouTube qui ont fait ça. Moi, j'en connais un qui s'appelle Cut Bullet, par exemple, qui fait qui avait réutilisé l'IA pour faire par exemple un jeu Snake qui marchait à l'infini ou des choses comme ça. Ok. Il y avait plein d'initiatives assez marrantes. Et tu vois que bon, c'est un peu chunky au début, que c'est toujours un peu compliqué et que tu as des résultats qui sont marrants mais qui sont jamais impressionnants, quoi. Ce qui est impressionnant avec les nouvelles protocoles IA, c'est que c'est de l'instantané. Tu n'as pas besoin d'avoir de compétences techniques, il suffit juste de pouvoir écrire ce que tu imagines et tu peux déjà avoir un résultat qui est pas mal ou qui peut sembler pour la plupart des gens correct. Donc ça pose des questions, mais tu vois, rien que pour revenir à Views et leur œuvre, c'était un réseau de neurones qui était entraîné à l'époque sur des pièges, je crois, Que sur des des portraits portraits, du ouais. 19e, etc. Donc tu n'avais pas de problème de copyright, etc. Ouais. Et tu avais un style qui reprenait ça, mais tu voyais quand même que techniquement, le résultat, ça se voyait que c'était de l'IA. Et ça faisait une illusion un peu de peinture, mais bon, C'est un peu peint, mais c'est pas complètement peint déjà, il me c'est ça, semble. ouais. Il Et y a des éléments qui avaient été volontairement laissés vides. assez Mais trouble, assez. quand tu regardes ça, tu te dis pas c'est une peinture du 19e siècle, tu vois. Tu te dis c'est un truc qui ressemble à une peinture du 19e siècle. Et donc du coup, t'es un peu, bon, ça faisait vraiment, ça criait on est au début de l'IA, etc. Et l'estimation à l'époque était aux alentours de 40 000, quelque chose comme ça. Parce que c'était pas un collectif d'artistes qui était spécialement coté dans le marché de l'art. Et la vente avait complètement explosé et avait atteint, je crois, jusqu'à 400 000 euros. Ouais, 400 000. Et les gens se disent un peu what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça avait posé plein de questions. Même s'ils avaient utilisé des bases de données pour nourrir leur entrée de l'IA, enfin de leur GAN en l'occurrence, avec des trucs qui étaient non copyrightés, c'était pas eux qui avaient écrit le GAN. Il avait été D'accord, open source, il avait été fait par Robbie Barra. Ouais. Et du coup, ça avait posé des questions aussi quand il y avait ce résultat-là, de finalement qui était l'auteur. On se posait même pas la question est-ce que c'était l'IA l'auteur, on se demandait est-ce que c'était qui était le créateur de l'œuvre? Est-ce que c'était L'IA le créateur de l'IA qui Ouais. avait créé l'œuvre, qui était donc un peu aussi untitled au droit d'auteur? Mais comme c'était open source, est-ce qu'il avait renoncé à ça? Ou est-ce que c'était les gens qui avaient sélectionné avec quoi le nourrir qui produisait? Ouais. Ça pose plein de questions. Et Ouais. ça, je trouve que le droit d'auteur aujourd'hui n'est pas forcément robuste ou prêt à attaquer ces questions-là. Bah, on va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode, je pense. Enfin, concernant les limites Ouais. de l'IA, je pense que ça peut être intéressant. Du coup, peut-être pour donc poser ça, donc là on parle de views, donc ça c'était il y a du coup 5 ans. Peut-être donc faire un petit saut en avant. Donc là, on a peut-être, t'avais d'autres artistes. Ah, il y avait juste dans- Robbie Barra qui était là-dedans, qui est aussi connu pour avoir fait les premières œuvres sur Super Rare, Oui. qui était assez important. Mais pareil, quand tu regardes, c'est censé être des portraits nus. Et quand tu regardes, tu as l'impression que ça ressemble pas à un portrait de nu. Et c'est vraiment des œuvres que j'ai envie de dire de la préhistoire de l'IA, quoi. Et on voit qu'il y a un côté un peu encore à l'époque russe, très, très, très basique, on va dire, de ce qui s'est fait. Et c'est fou de voir évidemment le progrès que ça a fait en quelques années. Mais vraiment à l'époque, voilà, c'était une recherche esthétique pour des œuvres IA. À l'époque, c'était pas du tout une considération. Le seul fait de même pouvoir produire quelque chose était en soi une forme d'accomplissement. Et donc, à partir de là, petit saut en avant, il y a Midjourney qui arrive, qui fait une énorme vague sur le marché parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont pris pour des artistes du jour au lendemain. Parce qu'en fait, en écrivant cheval blanc qui court sur la plage avec un surfeur derrière, ça y est, ça fait des trucs magnifiques qui techniquement, en fait, on n'a plus besoin de son pinceau, on n'a plus besoin de son crayon, on peut faire des trucs qui sont plutôt corrects. Maintenant, en fait, moi, ce que je voudrais voir, c'est où on en est aujourd'hui. Quelle est la place justement de ces algorithmes et de ces sites qui ont permis un peu de démocratiser ça? Et est-ce que, du coup, les artistes qui utilisent ça, comment ils peuvent se prétendre artistes en utilisant justement ces dernières? On le rappelle, il y a un artiste qui a gagné un prix des Beaux-Arts aux États-Unis en faisant une œuvre d'intelligence artificielle. Il n'avait pas dit que c'était du prompt art. Peut-être juste aussi, on va peut-être redéfinir le prompt art pour les gens qui ne connaissent pas. Bah, c'est Donc, comme tu l'as défini, hein, c'est je veux un cheval Voilà, c'est ça. qui marche sur la plage, etc. Alors c'était marrant ce que tu as dit, ces gens-là, ils n'ont plus besoin d'utiliser un pinceau ou un crayon, Oui. mais je pense que les gens qui écrivaient ce genre de prompt n'étaient pas des gens qui utilisaient des pinceaux et des stylos à la base. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est des C'est gens vrai. qui ne touchent pas à l'aspect technique et
Tu vois, le C'est dessin, un jeu un petit peu au final. oui, tu as envie d'expérimenter, je peux le comprendre, et il n'y a rien de mal, hein. C'est comme quand tu découpes des petits trucs dans les magazines et que tu fais des collages, voilà, tu fais des choses artistiques. Après, est-ce que ça... Moi, je trouve que le problème que ça, c'est dès que tu as la prétention de le vendre, là, ça change un peu la dimension dans laquelle tu t'inscris. Pour moi, la différence fondamentale, elle se fait là. Est-ce que ce que tu considères qui a été produit a une plus-value suffisante pour te proposer? L'exemple du mec que tu as donné, qui avait gagné son prix, bon, c'est un mec qui s'est pas improvisé artiste du jour au lendemain, Non, qui a non, essayé de c'était- participer, tu vois, il c'était avait déjà quand même un artiste, un hein. peu background. Ouais. Et malgré tout, l'œuvre que tu vois, je sais pas comment les curateurs ont fait pour pas savoir que c'était de l'intelligence artificielle, puisque ça crève les yeux. Ouais. C'est clairement, quand tu connais un peu les productions qui sont faites par ces intelligences artificielles, il n'y a pas de doute, tu regardes ça du premier coup d'œil, tu peux dire que c'est l'intelligence artificielle. Après, je me suis peut-être un peu entraîné l'œil à force de regarder des choses et de me poser la question à chaque fois que je vois quelque chose, est-ce que c'est de l'IA ou pas, puisque c'est un peu un problème que j'ai au quotidien, moi, maintenant. Quand je découvre des œuvres, j'ai toujours un peu la question de me dire, ok, est-ce qu'il y a de l'IA qui a été impliquée dans le processus? Ouais. Ça enlève rien à l'aspect artistique, c'est juste que c'est important de le savoir, pour savoir ce que tu regardes et qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi, en termes techniques et de production. Mais ça pose la question. Et il y a des fois, parfois, c'est obvious, évident que c'est fait avec de l'IA, et d'autres où non, c'est pas tout à fait évident, et que c'est utilisé comme une partie de la production, mais pas l'outil seul. Ça vient chercher le concept du ready-made aussi, entre guillemets, Ouais. c'est-à-dire que, bon, bah, voilà, Marcel Duchamp, il a fait quasiment un truc plus simple qu'un prompt d'IA, c'est qu'il allait prendre un urinoir dans une boutique, il l'a mis à l'envers, il l'a posé là. Ouais. Alors, tu pourrais dire que rien que le fait de le mettre à l'envers est déjà un geste en soi, et le signer aussi, qui est quelque chose qui va apporter du sens. Il aurait pris le noir, il l'aurait mis tel comme tel, sans le signer et sans le mettre à l'envers, Ouais. ça aurait déjà été un peu moins intéressant d'une certaine manière. Même si pour beaucoup de gens, peut-être là, cet exemple-là va vous parler, puisque c'est un exemple très spécifique et très art contemporain. Non, mais peut-être Mais- pour donner un exemple, enfin qui me saute un peu Ouais, vas-y. à l'esprit, il y avait un mec à New York qui avait scotché une banane sur un mur Mauricio de, Catalan, oui. de musée. Bon, ça avait été vendu aussi. Ça Mhm. avait, je sais pas si tu as des chiffres en tête ou même. Ça a été vendu l'exposition 130 000 que ça a eu, $, et ça a été acheté par Valérie Kraft, je crois, et qui est une collectionneuse d'art contemporain française. Ouais. Et l'œuvre s'appelle spécifiquement The Comedian, parce qu'en fait, cette œuvre est une blague. Ouais. C'est une satire du monde. Elle a été présentée dans une foire, la plus grande foire d'art contemporain du monde, qui s'appelle Art Basel, et elle n'aurait pas pu être présentée autre part. Elle aurait été présentée dans une galerie, ça aurait été bien moins intéressant. Le propos était que on parle d'une hyper-commercialisation de l'art, et c'est là, tu vois, c'est-à-dire que la technique n'enlève rien au concept. C'est pas compliqué de se toucher une banane au mur, ça tout le monde est d'accord, et il n'y a pas de problème avec ça. Même s'il a quand tu regardes, il a un code très spécifique de comment, dans quel angle tu dois scotcher la banane, etc. Bon, c'est pas non plus très compliqué, mais ça montre que voilà, le concept, ça reste l'essentiel d'une œuvre aujourd'hui dans la vision de l'art contemporain aujourd'hui. Ouais. Quoi. Mais c'est justement ce qui a changé et ce qui peut aussi poser la question de qui est légitime à le faire ou pas. En tout cas, c'est un peu la question que je me Ouais. pose. Qui est légitime à être artiste, c'est une grande C'est question, ça, tu vois. c'est ça. Je pense que n'importe qui peut l'être. C'est juste que voilà, se dire quelqu'un qui a une fibre artistique et se dire artiste qui va vendre son travail, c'est une démarche qui est aussi un petit peu différente aussi. Maintenant qu'on est un peu dans le présent, on a vu comment ça se passe. On parle de légitimité. Est-ce que tu peux nous parler d'artistes que tu aimes bien dans Ouais. le monde de l'IA? Tu m'en as montré un petit peu juste avant. Et peut-être pourquoi tu les aimes bien, en juste quelques mots, juste pour un peu montrer aux gens ce qui se fait aujourd'hui et ce qui peut être intéressant à regarder. Ouais, alors sur plusieurs, un peu sur la timeline, tu vois, dans l'idée, tu as Claire Silver, par exemple, que j'aime bien parce qu'elle a une approche très puriste des systèmes neuronaux, des GAN qu'elle gère elle-même et depuis des années. Donc du coup, elle a une touche tech et artistique qui est très, très, très spécifique à elle-même. Ok. Il y a Sofia Crespo aussi que j'aime beaucoup parce qu'elle avait, c'est une fille qui reprend un peu, tu sais, les illustrations que tu avais d'anthropologistes, un peu comme Darwin, qui décrivait des animaux, et D'accord. qui en fait créait des animaux un peu imaginaires, comme s'ils avaient été découverts dans le 19e siècle par Darwin, et tu as une esthétique très dessin, Manuscrit, etc. Manuscrit, ok. ouais, dans l'idée. Et pareil, elle fait des GAN elle-même, c'est des trucs qui sont visuellement hyper intéressants, en plus pour le coup, et c'est pas grave qu'il y ait ce côté un peu incomplet, pas tout à fait, puisque ça ressemble à ça aussi, les dessins Ok. d'anthropologues de l'époque, tu vois. Il y avait beaucoup de mecs qui imaginaient un peu ce qu'on a toujours vu, tu sais, des gens qui disaient c'est comme ça que les Japonais s'imaginaient un lion au XVIIIe siècle. Et que c'est ouais. pas du tout un lion, tu vois. Nous, Ok, on sait à ok. quoi ça ressemble un lion, donc Ouais. tu sais qu'il y a des trucs qui sont un peu approximatifs. Donc je trouve que là, il y Ça a du- avait, ça a ça a du du sens, en sens. fait, Ouais. ouais. Dans le cadre, il y a une réflexion très importante
de qu'est-ce que je peux faire avec cet outil qui fait sens par rapport au thème, par rapport au concept que je veux traiter, Ouais. et même créer du coup toute cette genre de ménagerie, cette genre de panthéon d'animaux qui n'existerait pas et qui existe juste dans son univers. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et Ouais. après, dans le plus moderne, des gens qui utiliseraient Midjourney et Stable Diffusion et tous les autres, DALL-E, t'as des mecs comme Redrum que j'aime beaucoup, qui sont des gars qui arrivent à s'inscrire dans un mouvement esthétique propre et avoir une esthétique qui est très reconnaissable de leur travail. Qui, voilà, ça ne fait pas dire que ça c'est de l'œuvre faite par Midjourney, ça c'est une œuvre qui est faite par Redrum, et ça c'est un truc qui est difficile à atteindre pour n'importe quel artiste, sans même parler d'artiste IA. Trouver ton style, trouver ta signature, c'est quelque chose que parfois certains artistes passent leur vie à essayer de faire et à trouver. Et on a aussi un Français qui est très sympa qui s'appelle Charles Ace, Odell NFT sur Twitter, et qui lui fait des choses assez techniques et qui au début justement avait un style qui était peut-être trop influencé par l'IA qu'il utilisait et qui s'est hyper développé au fur et à mesure du temps en tant qu'artiste, parce que c'est un mec à la base n'était pas artiste, et qui je crois qu'il même encore aujourd'hui il est interne en médecine, donc c'est D'accord, pour, ok. c'est pour dire, tu vois, il y a des mecs, et pourtant ils vendent des œuvres à plusieurs milliers d'euros aujourd'hui en NFT, et après qui fait des choses hyper intéressantes, qui a fait des œuvres évolutives, pardon, avec de l'IA en fonction du cours de l'éther, etc., des choses comme ça Ok. et qu'elle est chercher un peu plus loin. Mais pareil, lui, c'est assez, à force, c'est devenu reconnaissable son travail et il a développé un style. Je pense que justement, au niveau de l'IA, est-ce que tu crois pas que c'est justement limite plus dur d'essayer de garder un certain style et de respecter les codes que tu as essayé d'instaurer au début de ce que tu étais en train de faire? Mhm. Donc garder une certaine cohérence au travers de toutes les œuvres que tu fais. Parce qu'au final, il y a beaucoup d'artistes qui vont par exemple rester dans le thème des animaux, rester dans le thème du design, donc ils vont rester dans certains thèmes, mais au final, la touche de comment le brush est utilisé, comment les perspectives sont utilisées, c'est des trucs qui, en fait, qui sont peut-être difficilement gérables avec une IA, vu qu'au final, c'est que du texte. Donc est-ce que pour toi, on voyait tout à l'heure avec Redrum, qui utilise des crocodiles dans ses œuvres, dans certaines œuvres, quand on regardait, moi je me disais que c'était hyper dur de refaire ce même crocodile sur une œuvre à table que dans un jardin avec d'une autre couleur, etc. Donc ça, c'est peut-être un truc qui est challenging aussi avec l'IA. Ensuite, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ces artistes, ils font aussi du post-traitement. Donc C'est ça ce que j'allais dire. ils mettent pas la prompt, hop, l'image sort et ensuite ça passe sur OpenSea directement. Non, Non, ouais. c'est des trucs qui sont retravaillés. De toute façon, aujourd'hui, l'IA, il fait des rendus corrects, mais Oui. pas excellents. Et quand tu es artiste, le correct, c'est pas suffisant. Généralement, tu veux toujours te dépasser, faire un truc qui a du sens et qui te semble important. Donc, le correct, tu vas pas t'en contenter. Et par exemple, Redum, très bien. Lui, je suis sûr qu'il travaille ses différents plans, premier plan, second plan, troisième plan. Chacun, c'est un prompt et Ok. qu'il les superpose, qu'il Ouais. les recompose. Il y a un retravail de la lumière. Et le mec qui avait gagné le concours que tu disais, c'était pareil aussi, un gros travail de retouchage, de couleur, de précision, que fait beaucoup de personnes, hein. C'est comme un Mhm. croquis, voilà, aujourd'hui tu peux faire un croquis. Trevor Jones fait la même chose aussi. Trevor Jones, c'est un gars qui est peintre de base, il fait ses premières compositions avec de l'IA, il donne des idées, il décide de la suivre ou pas, mais c'est une première base, et Et voilà. il s'inspire de ce que sort pour peindre lui après, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Et il reprend, t'as des trucs, des styles que tu retrouves, mais parfois il décide de juste pas trop le suivre non plus s'il a plus envie. Ça dépend un peu du mood et de ce qu'il a envie de faire. Ouais. Mais fondamentalement, c'est comme, voilà, les gens qui feraient juste un prompt, qui les balanceraient comme ça et qui disent, ah bah c'est très bien comme ça serait comme si tu vendais en tant qu'artiste tes travaux préliminaires et préparatoires, tu vois. Ouais. C'est Ouais. sympa à regarder, il y a un côté intéressant, mais c'est pas quelque chose qui commercialement pour moi est viable et en tout cas mérite d'être vendu. Ça reste de l'art, mais est-ce que ça mérite d'être vendu sur le marché de l'art auprès de collectionneurs? Peut-être Je pas. suis pas sûr, tu vois. Écoute, c'est une transition parfaite pour passer sur les limites justement de l'IA, donc comme tu viens d'en parler. L'IA a ses limites, donc on a vu, hein, il y a des mecs qui s'amusent sur ChatGPT à demander comment différencier un œuf de vache d'un œuf de poule. ChatGPT sait te répondre très intelligemment que l'œuf de vache est plus gros que l'œuf de la poule. Absolument. Donc ça, c'est bien sûr, c'est une des limites, mais en fait, même pour revenir un peu sur le monde de l'art avec Midjourney, etc., demain, tu vas demander de te faire un CEO en train de surfer pour rester dans le thème. Il va te faire un homme blanc en chemise assez gros. Donc en fait, l'IA est assez biaisée. On sait qu'en fait, c'est des modèles qui ont été entraînés sur des millions de photos. Si je ne dis pas de bêtises, Stable Diffusion, c'est 2,3 millions de photos qui ont été intégrées dans le modèle justement pour pouvoir générer tout ça. Mhm. Bien sûr,
il y a quand même beaucoup de biais qui sont liés à ça. Donc comment jouer avec ça? Aussi, si tu as peut-être des exemples d'autres biais qu'on peut observer, et comment tout ça est interprété Bah, par le public. c'est clair que, alors l'interprétation du public c'est un autre sujet, mais aujourd'hui c'est sûr qu'il y a beaucoup de biais des IA qui fait que évidemment c'est une boîte algorithmique dans le sens qui est nourrie de choses, et en fait du coup comme c'est une boîte, Mm. la boîte n'est pas capable de penser outside the box. C'est ça. Donc tu restes toujours dans une boîte et avant qu'elle trouve une idée originale ou alors n'a jamais vu before, il y a peu de chances puisqu'au final ça réfléchit en vase clos, et donc du coup tu peux utiliser des choses qui sont de ce vase clos mais c'est limité. Et évidemment c'est la conséquence aussi des biais qu'on a nous, ils se retrouvent dans ce qu'on produit, et du coup bah oui, quand tu demandes le photo d'une belle personne, tu vas rarement avoir des gens de couleur, tu vas rarement avoir des gens issus de minorités. Quand tu demandes des grands méchants, tu vas avoir des mecs qui ont un look slave à la russe ou des trucs comme ça. Parce que les films, bah oui, désolé Artem, hein, mais malheureusement les grands méchants depuis Rambo et tout, on a eu la période guerre froide, bah, le gros méchant c'est un mec qui paraît, qui est baraqué, qui Ouais. paraît hyper froid, etc. et qui a un look slave quoi. Et On a eu quand même une bascule vers quelque chose de plus asiatique. Quand il y a eu la guerre entre les États-Unis et la Chine, et on a eu ce basculement des Russes envers des Chinois qui sont devenus des méchants. Avec la Corée, Ouais, avec ouais. la Corée du Nord aussi également, ouais. absolument, mais après voilà, combien t'as d'images, Oui, tu c'est vas ça. pas avoir un grand méchant qui a la tête de Joe Biden en tout cas, ou des choses comme ça, tu vois, ça reste biaisé par rapport à comment est-ce que les gens perçoivent le monde à travers les images, ces images qu'on utilise pour nourrir ces IA, et donc oui, ça a des biais cognitifs qui fait que bah, fondamentalement ça va être limité, et c'est intéressant justement parce que ces limites, c'est là que la proposition artistique elle peut venir faire quelque chose de nouveau, c'est que nous on s'en rend compte et on vient questionner ces limites, on vient se poser la question de qu'est-ce qu'elles impliquent, et au point qu'elles soient reproduites dans des IA. Il y avait plein d'histoires d'IA qui étaient racistes. Ouais. Euh, Ah mais oui, mais d'ailleurs ça me fait penser à ça, il y avait un modèle sur Twitter qui avait Mhm. été implémenté. En fait tous les tweetos se sont mis à troller l'IA. Au bout de quelques jours, l'IA commençait à dire que Hitler était incroyable et que tout ce qu'il avait fait était top. Je sais pas si tu te rappelles, mais en tout cas, La monétisation qui saute sur YouTube, Euh. cette phrase. on mettra un petit bip. Ouais, on peut pas utiliser ces termes-là, mais mais en je tout me cas- en tout rappelle cas, de ça. Ouais. Les IA sont des machines qui s'éduquent en fait, en fonction de ce que tu lui donnes à manger, on va dire. Mhm. Et donc en fait, si tu lui donnes des trucs à manger qui sont pas forcément top ou qui sont en tout cas alignés dans certaines idées, Ouais. en fait l'IA sera pas capable de contredire et de te dire que ce que tu lui donnes n'est pas bon en fait. C'est clair, hein, même quand tu poses des questions et que tu lui dis, par exemple, qu'est-ce que tu pense d'elle-même, bah, elle Oui. va rarement, elle va réutiliser des trucs qui sont issus d'articles, quoi, des idées qui sont bah, assez basiques, quoi. Et elle utilise des processus parfois rhétoriques qui sont très identifiables et que Schopenhauer a très facilement défini dans l'art d'avoir toujours raison, tu Mm. vois. Donc il y a clairement de ça. Donc de toute façon, c'est la question de la sincérité, hein, fondamentalement. Une IA, ça te répond pas sincèrement, ça te répond à la question que tu as envie d'entendre, hein. Ouais. Ça te répond Ouais, c'est ça. ce que tu as envie d'entendre, ce que tu veux savoir et ce que les gens pensent savoir là-dessus. Donc c'est ça le problème, c'est que la limite fondamentale, c'est que ça n'arrive pas à se dépasser lui-même, alors que les humains et les artistes, l'histoire de l'art en général, c'est une histoire constante de personnes qui dépassent des modèles existants, sortent des jalons, sortent du carcan, et ça aujourd'hui l'IA elle est incapable de le faire. Et Ouais. il y a des artistes qui arrivent à implémenter, et c'est ça qui est intéressant pour moi, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a aussi l'intelligence artistique, et c'est le même acronyme, mais c'est pour moi là la différence, c'est là où elle se fait, c'est que tu peux utiliser de l'IA comme en tant qu'artiste, mais l'utiliser intelligemment, c'est vraiment autre chose. Et pour moi, ça passe par le fait de voilà, l'utiliser comme une autre technique et de mélanger. Ça enlève pas fondamentalement la notion artistique de ce que tu fais, en aucun cas. Et voilà, il y a des gens qui sont... Avant, pour faire de l'ARIA, il fallait que tu sois aussi ingénieur pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, tu n'as Ouais. plus besoin. Avant, pour être artiste peintre, il fallait que tu sois aussi chimiste pour faire tes pigments et tes couleurs. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin. Tu vas au marché, tu as des très très bonnes couleurs que tu peux utiliser de la peinture. Et ça n'enlève rien de ta pratique artistique. Si aujourd'hui, on allait voir des peintres en disant comment ça, vous faites pas vos propres pigments, vraiment, vous êtes fainéants, quoi. Personne ne s'imaginerait dire ça, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment... Il y a une peur et une incertitude, puisqu'en fait, il y a une méconnaissance de qu'est-ce que l'IA peut être, et se rendre compte qu'elle est imparfaite très largement, c'est aussi voilà, se calmer un petit peu sur le fait de se dire, ok, il y a des choses qui peuvent être faites aujourd'hui, ça ne va pas vous remplacer demain, ça peut en faire des choses médiocres, encore une fois, Ouais. mais pas excellentes, et l'excellence, elle reste Elle encore vient de l'humain, humaine, ouais. et de toute façon, elle est définie par l'humain, ce que c'est l'excellence, etc., mais
Ce seul fait de ne pas pouvoir trouver quelque chose d'original, de venir avec une nouvelle idée et de dépasser des jalons et de think outside the box, c'est une limite qui est très très importante dans la création artistique, puisque c'est vraiment l'essentiel de ce que doivent faire les artistes et de comment se développe la carrière d'un artiste et comment se développent les mouvements artistiques dans le temps, quoi. Ouais. Et justement, en parlant de ça, donc en fait, le fait que ces modèles soient entraînés sur des trucs qui sont pas vraiment novateurs au final, qui sont du passé, comment il y a une question qui se pose au niveau des copyrights. Parce qu'en fait, bon bah si demain vous demandez à Midjourney de vous faire un chien sous le style de Picasso, il va vous faire un chien sous le style de Picasso, il va peut-être tirer plein d'œuvres de Picasso pour justement entraîner, pour faire ce chien. Ouais. Donc en fait, cette œuvre au final, à qui elle appartient? Donc pour Midjourney, comme tu m'en parlais tout à l'heure, en fait, toutes les œuvres qui sortent de Midjourney appartiennent à Midjourney. Ouais, dans les conditions de vente, Dans les effectivement, conditions de c'est ça. Après, dans la C'est ça. réalité aujourd'hui, ils ne vont pas faire valoir ces conditions de vente puisque c'est pas dans leur intérêt, puisque aujourd'hui, tous les gens qui l'utilisent, notamment les artistes, participent énormément au développement de l'outil. C'est ça. Mais bon, c'est un petit peu un filet de sécurité qui peuvent se permettre de tirer Oui, c'est ça. le tapis en dessous des pieds. à n'importe Là, quel au moment. final, on parle de Midjourney qui est bien Mhm. connu, mais si vous prenez des IA qui sont open source comme Stable Diffusion, Ouais. si vous le faites sur votre ordi, en fait, je veux dire, personne va aller voir quelles images ont été prises pour justement entraîner ce modèle donc la question de copyright va être un peu compliquée, Bah. surtout que même au niveau des législations, Mm. c'est un peu compliqué, c'est un peu gris de dire est-ce qu'une non-human entity peut être considérée comme un humain justement pour les copyrights. Donc, Ouais. comment ça s'est géré et peut-être comment ça va évoluer. Bah, je pense que c'est le gros aussi des reproches qui sont faits au niveau des IA, c'est qu'aujourd'hui, ok, ça se développe bien, mais ça se développe grâce à des matériels copyrightés d'artistes. Donc aujourd'hui, ces artistes-là, ils ne sont pas compensés. Si aujourd'hui on utilisait une musique dans cette vidéo YouTube sous copyright, bah, je suis désolé, on devrait compenser la personne qui a créé la musique. Aujourd'hui, ces modèles-là, ils lèvent des dizaines de milliards d'euros et pourtant, tous les, les matériels copyrightés sur lesquels ils sont basés ont touché zéro. Ouais. Et Musiques c'est- qui peuvent d'ailleurs être générées avec de l'IA maintenant. Oui, mais c'est pareil, ça va se Oui, baser. bah oui. T'as de fortes chances que la mélodie ressemble énormément à un titre très connu qui Oui. existait avant. Et ça pose la question quand tu as fait ça. Ça arrive aussi dans le monde de la musique, que tu as des trucs qui se ressemblent, mais en fait, on se rend compte que ça peut entrer dans le cadre du plagiat. Donc, d'une certaine manière, la seule chose qui est capable de faire l'IA, c'est du plagiat. Et le plagiat, quand c'est de la copie de choses qui sont comme Picasso aujourd'hui dans le domaine public, à part le nom, bah c'est légal, les artistes ont le droit de faire de la copie, puisque c'est comme ça que tu t'entraînes à être artiste. Par contre, ce que tu n'as pas le droit, c'est de le vendre. Et donc, quand ton concept artistique est basé sur un outil qui est un outil de plagiat, comment tu fais pour le vendre derrière? C'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut le retravailler derrière, pour que tu apportes suffisamment de nouveaux sens à ce matériel-là. Mais aujourd'hui, voilà, la grande question, c'est qu'il y a une vraie hypocrisie de la part de ChatGPT, de la part de tous les trucs qui existent Midjourney, d'où d'un côté, ils disent que tout leur appartient, mais de l'autre, où ils utilisent que des choses qui leur appartiennent pas pour faire grandir leur outil. Donc aujourd'hui, on est sur un modèle qui est socialement pas du tout correct avec les autres, et les gens se posent plus la question des implications sociales de l'IA, plutôt que fondamentalement de comment est-ce qu'elle arrive à en être où elle en est, et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un URSAF ou un SACEM de l'IA, où, bah, tu vois, quand tu as un gros créateur qui a permis à ces trucs-là de se développer beaucoup, ça s'est posé problème. Et on le voit, quand tu demandes à une IA de faire « je veux un truc dans le style de tel artiste », si l'artiste a tendance à signer son truc, bah, bizarrement, tu vas avoir un petit truc en bas à droite de la pièce, et c'est la signature. Ou même parfois, tu as des watermarks qui apparaissent, Ah oui, ok. tu retrouves des watermarks. Qui viennent des Giphy, des Getty Images. C'est ça. Et donc les mecs, ils utilisent des trucs avec des watermarks. Et c'est vraiment, ça crève les yeux. Et donc du coup, ça pose des questions éthiques en fait. Et la question éthique, elle est même pas au niveau de l'implication que ça pourrait avoir dans la vie quotidienne, sur je dis n'importe quoi, est-ce que je demande, si je demande, je les fous devant des problèmes, on va dire, philosophiques, mais vraiment de comment ces trucs-là sont construits par les entreprises qui sont derrière, et comment ils vont faire pour les compenser. Hein. Ça a été le cas pendant très longtemps, et les gens de la tech, ça a toujours été le cas. YouTube, pendant des années, a floué l'industrie de la musique, et a pas du tout respecté les artistes musicaux, et n'importe qui pouvait uploader leur musique sur YouTube sans risque. Il a fallu que les gros majors arrivent et gueulent pour que finalement ça change. Et aujourd'hui, voilà, la plupart des entreprises de la tech ont construit leur business en flouant des artistes, en flouant des gens qui ont une propriété intellectuelle qui est pas respectée, quoi. Et qu'il y a besoin qu'il y ait des gros majors qui arrivent pour dire « Ah ouais, finalement, non, quoi, les gars, calmez-vous, ça nous appartient. » Et comme dans l'art visuel... C'est aussi le problème des nouvelles technologies, ça, j'ai envie de te dire. C'est un peu dans la courbe d'adoption que, en fait, quand ça va commencer à rapporter de l'argent, les gens vont commencer à se dire là, il y a un petit... Il y a une crevasse, en fait, dans
dans le potentiel gain qu'il pourrait avoir. J'ai envie de te dire, si Midjourney était utilisé par 5 mecs au fin fond du Texas, ils ne seraient peut-être pas Bien sûr. concernés par ces trucs. Mais tu vois, YouTube avait déjà des millions d'abonnés, Oui, c'est d'utilisateurs vrai. avant même d'avoir ne serait-ce qu'une once de mise en place de système de copyright ou de strike, quoi. Ouais. Donc, Ok. le temps que ça arrive, c'est Ok. juste que pour Bah, c'est- moi, la faut que ça question évolue. éthique, elle est importante dans l'IA, mais aujourd'hui, je pense que le débat mériterait d'être orienté plus sur l'approche éthique de comment ces IA sont construites plutôt que l'approche éthique des conséquences de ce qui existe en IA aujourd'hui, puisque je pense que les conséquences éthiques dont on parle, de est-ce que ça va remplacer les artistes, etc., c'est encore très 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 loin. Par contre, le fait d'utiliser des matériaux de copyrightés aujourd'hui pour nourrir ces IA, ça c'est d'actualité. Ouais. Et si on n'arrive pas déjà à poser des législations, des contextes éthiques sur ces questions-là qui sont d'actualité aujourd'hui, est-ce qu'on arrivera à le faire pour des problèmes futurs? Je suis pas sûr. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment un des trucs qui me choque là-dedans, s'il faut s'offusquer de quelque chose dans l'IA, c'est vraiment comment sont construits ces modèles aujourd'hui et comment ne sont pas payés ou rétribués les gens qui sont créateurs de ces contenus qui ont été nourris qui ont été utilisés pour nourrir ces IA, quoi. Très bien, très bien. Bah, hyper intéressant. Peut-être qu'on peut conclure en amenant vers le futur de tout ça. Comment ça va se passer? Donc selon toi, peut-être déjà il va y avoir des mouvements au niveau de la législation, Mhm. de comment ça va se dérouler, comme tu dis avec YouTube. Ouais. Plus au niveau artistique, selon toi, comment ça va se passer? Est-ce que il va y avoir une adoption massive? Les gens vont se dire qu'en fait l'IA va avoir une plus grosse place et en fait une œuvre d'art, ils vont abandonner leurs pinceaux et ils vont commencer à faire du prompt art parce que il y a peut-être des nouvelles techniques qui s'utilisent ou Mhm. quoi. Comment tu vois un peu l'avenir de l'IA dans le monde de l'art et peut-être même au niveau des NFT? Parce qu'il y a un petit truc aussi que je vois un peu, c'est que le monde des NFT, c'est quand même un milieu, il faut déjà être assez, comment dire, faut être assez flexible dans le monde de l'art pour s'intéresser aux NFT, parce que tu sais, il y a des gens Oui, qui, complètement. en fait, qui sont... moi, de l'art, c'est un tableau dans mon salon, et puis ça se passe comme ça. J'ai l'impression que les gens qui sont rentrés dans le monde des NFT, c'est déjà des gens qui sont assez ouverts d'esprit, donc l'intelligence artificielle dans le monde de l'art peut être intégrée plus facilement pour ces gens-là. Selon moi, après Ouais, peut-être que... absolument, t'as raison. Mais pour toi, comment tu vois un peu le développement de l'IA dans l'art en quelques... quelques Pour mots? refaire le parallèle avec la photo, tu vois, c'est quand la photo a été créée, tout le monde n'a pas lâché ses pinceaux pour devenir photographe. Il y a Ouais. encore des gens qui sont peintres, il y a encore des gens il y a des gens qui sont photographes aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui a un appareil photo qui est photographe non plus. Donc c'est un peu la même chose avec l'IA, quoi. Et donc sur l'adoption, toi tu l'as présenté comme une sorte de remplacement. On va laisser nos pinceaux pour se baser sur l'IA. Je pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui vont s'intéresser, qui vont l'utiliser dans leur processus. Ouais. Moi, je le et voyais plus, continuer, je le voyais plus comme, tu vois, même enfin, je le vois un peu arriver aussi comme Mhm. ça, c'est que les enfants maintenant, par exemple, ils vont beaucoup moins se mettre au piano, ils vont plus se mettre à la musique électronique parce que c'est quelque chose qui est quand même plus abordable. Donc moi, en fait, je le vois plus dans cette démarche-là. Mais Mhm. donc, selon toi, c'est un truc qui va être quand même équilibré. Il y aura Bah, toujours des artistes C'est peintres. Il y aura sûr toujours- que, voilà, aujourd'hui, aller sur Midjourney, c'est gratos. Ouais. Une boîte de pinceaux de bonne qualité, ça coûte de l'argent. Et pourquoi est-ce que les gens vont, comme tu dis, sur la musique électronique? C'est des logiciels en ligne, un clavier d'ordinateur et c'est bon. Ouais. Un piano, ça coûte cher, hein. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de toute façon toujours eu une barrière sociale à l'entrée des pratiques artistiques. Et ce depuis toujours, hein. C'était le propre des nobles de faire des pratiques artistiques, quoi. Et personne n'avait vraiment l'occasion d'en faire à part eux, quoi, puisqu'ils n'avaient pas besoin ils avaient de l'argent, ils n'avaient pas besoin de travailler pour vivre. Et donc du coup, oui, peut-être que ça va amener à plus de gens à s'intéresser à l'art aussi, et peut-être derrière de faire de la peinture, de la sculpture, etc. Je pense pas que les gens qui sont déjà artistes aujourd'hui vont lâcher pour aller là-dedans. Ouais. Il y a encore ce que je peux dire en tout cas au niveau du futur, c'est qu'il y a encore des sphères du monde artistique qui sont pas concernées par l'IA, où il y a des techniques qui sont encore, des travails qui sont encore suffisamment techniques pour que l'IA soit pas encore suffisamment robuste pour faire des choses. On peut parler de l'animation 3D, de l'animation 2D même, tout ce qui est animé en général, où tu as 60 frames par seconde, une IA, Ouais. c'est incapable de faire 60 frames qui se lient les unes des autres correctement. Donc ça, déjà, tu as une solution. Ils ne sont pas concernés encore pour le moment là-dessus. Et même sur le truc très photoréaliste, on est encore assez loin. Tu vois, il y a des détails quand tu fais du photoréaliste, on parle du détail. Et les détails, ils sont jamais là. Tu vois, il y a encore des lignes qui sont pas très bien, des mains qui sont cheloues, etc. Ouais. Donc clairement, il y a une volonté de. Je pense sur l'hyper-réaliste, c'est là où il y a le plus de chance. Mais sur l'animation, par exemple, c'est des gens que tu vois, aujourd'hui, tu as quelques trucs qui concernent l'animation 3D, notamment en IA.
Mais c'est des outils qui sont complémentaires et que tu as toujours besoin quand même d'avoir un mec qui a un savoir-faire pour faire quelque chose qui est correct. Et tu vas jamais, c'est pas demain que tu auras un film d'animation Pixar ou Disney, Pixar ou Disney, Pixar ou Disney, qui sera fait entièrement à l'IA, quoi. Là, on a encore le temps. Donc du coup, voilà, pour moi, c'est le futur de ces trucs-là, c'est aussi de s'intéresser à ces questions-là et des choses qu'ils sont pas encore capables de faire. Est-ce qu'ils sont capables de le faire dans quelques années ou pas? Et de développer encore plus les trucs qu'ils expérimentent aujourd'hui, notamment le photoréalisme, et voir où est-ce que ça les amène d'ici là, quoi. Mais si on n'a pas cette réflexion, encore une fois, sur le matériel copyrighté, c'est aussi pareil, c'est un arbitrage. D'un côté, si on ne peut pas utiliser du matériel copyrighté, on a beaucoup moins d'images, donc les trucs vont évoluer bien moins vite. De l'autre, il y a tous ces gens qui se retrouvent floués et qui sont ni compensés pour leur travail par les gens qui utilisent leurs données, et aussi qui se retrouvent parfois ubérisés, entre guillemets, couper l'herbe sous le pied par ces mêmes IA qui ont utilisé leur travail. Donc ça pose plein de problématiques éthiques, et donc je pense que le futur pour aussi, c'est aussi, en tant que société, de se poser des questions au niveau éthique, quel modèle de société on veut avoir, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans ces modèles de société-là aujourd'hui, et après, voilà, le futur, on va dire, technique et des avancements techniques dans ça qui est incertain, mais dont on a quand même quelques grands jalons, notamment le photoréalisme, quoi. Ok, bah super. Je pense que ça clôture bien l'épisode. On a couvert un petit peu tout, hein, selon toi. C'est aussi, on a assez. C'est un on sujet, c'est a assez impossible de tout couvrir, Greg, là-dessus, franchement. Mais je pense que voilà, on a parlé des implications artistiques de ça, spécifiquement pour l'art visuel. Oui. On parlait pas des graphistes, on parlait pas Oui, la des gens qui musique, font des beaucoup, boards, de la musique. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on a éludées, mais espérant que ça a donné un peu de contexte pour dire que déjà l'IA, c'est pas nouveau. 2, c'est pas parfait. 3, c'est pas forcément totalement éthique. Mais que et ça peut être utile et que il y ça a quand peut même être- des bons côtés à lire. c'est légitime, c'est utile, ça apporte quelque chose, c'est de l'art aussi, c'est important de le dire. Les gens qui disent non, l'IA c'est pas de l'art, c'est de l'art, je suis désolé. Aujourd'hui, l'art, si ça peut être un urinoir signé de l'artificiel, ça peut être de l'art, tant que tu le signes, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est du bon art? Est-ce que c'est pas du plagiat? Ça, c'est une autre question. Mais ça reste quand même, voilà, à partir du moment où tu considères que tu signes quelque chose, etc., et que tu as eu un impact dessus, c'est de l'art. C'est un produit de ton imagination, c'est un produit de ton esprit. Donc, de toute façon, voilà, une œuvre de l'esprit, c'est une œuvre d'art. Et l'IA, c'est purement et simplement une œuvre de l'esprit collectif, notamment du collectif d'Internet. Et voilà, ça pose des questions sur la personnalité, l'identification de l'art, etc. Plein de sujets de débat qui, de toute façon, on ne pourra pas y répondre nous. Non, Parce non. que ça fait 50 ans qu'on se pose la question, voire des millénaires, certaines fois, sur certaines de ces questions. Il y a des Socrates et compagnie qui sont posés là. Si eux, ils n'ont pas réussi, je ne pense pas que nous, on va réussir, tu vois. Mais c'est drôle de voir que les questions, c'est éternel et elles reviennent en permanence. Et les réponses qu'on apporte à ces questions-là, dans le débat public, elles sont très éphémères et dépendent vraiment d'une époque, d'une région parfois aussi. Et voilà, on aura toutes les questions qu'on s'est posées aujourd'hui, je suis sûr qu'on se les posera encore dans un siècle, et on n'aura toujours pas de réponse universelle. Voilà. Bah écoute, merci Brian. Je t'en prie. Vous pouvez retrouver tous nos autres épisodes de Non-Fungible Tea sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à liker, vous abonner et peut-être à commenter pour si vous avez des suggestions, tout simplement. Vous pouvez retrouver Brian sur tous ses réseaux. Les liens sont dans la description et ici. Merci, Et Greg. à bientôt pour un nouvel épisode de Non-Fungible Tea. Ciao.